les défauts. Derrière ce mot se cache, pour beaucoup, un aspect de leur personnalité difficile à assumer et qu'il faudrait cacher à tout prix. Sauf que rien n'est parfait. Mais si ça peut vous rassurer, même les matériaux ont des défauts. Et ils en ont plein, qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'ils expliquent beaucoup de choses. Déjà, pourquoi les matériaux sont moins résistants qu'ils ne le devraient, mais pas que. Les défauts, ça rend les métaux déformables. Ça permet de faire des alliages très résistants et des microprocesseurs, et donc des ordinateurs ou des caméras. Et parfois, c'est juste très beau. Parmi les multiples définitions du mot défaut, c'est bien entendu la notion d'imperfection qui va nous intéresser. En science des matériaux, un défaut, c'est tout ce qui s'éloigne d'un arrangement parfait d'atomes en maille cristalline parfaite qui se répète parfaitement à l'infini. Ces défauts sont regroupés en 4 catégories en fonction des dimensions qu'ils occupent. On a d'abord les défauts ponctuels de dimension 0. Alors oui, dans le monde réel, il n'existe rien qui ait une dimension nulle. Même le graphène, qui est présenté comme un matériau en 2 dimensions, est en fait en 3 dimensions, puisque chaque feuillet a l'épaisseur d'un atome de carbone. L'idée de la dimension nulle, c'est qu'elle est négligeable par rapport aux autres. Ces défauts sont typiquement de la taille d'un atome, donc on commence forcément à l'échelle atomique, au plus près des mailles cristallines. Le premier défaut est ce que l'on appelle les lacunes. Ce sont des trous dans la structure, où il devrait y avoir un atome, mais où il n'y en a pas. Ces lacunes se forment naturellement lorsque le matériau se solidifie et sont d'autant plus présentes que la température est élevée, l'énergie thermique permettant à certains atomes de sauter en dehors de leur place dans le réseau. Elles se créent aussi sous l'effet de radiations de haute énergie, comme les flux d'électrons ou de neutrons que l'on retrouve notamment dans l'espace ou dans les réacteurs nucléaires. Dans ces conditions d'irradiation sévère, les atomes sont percutés comme des boules de billard. Que ce soit à cause de la température ou des radiations, lorsque les atomes sautent en dehors de leur place, ils ne disparaissent pas magiquement. Si certains se trouvent une place dans une lacune, d'autres se retrouvent coincés dans les interstices entre les atomes. On parlera d'atomes interstitiels, ou plus exactement auto-interstitiels, qui sont le second défaut ponctuel. Avec ces deux types de défauts, on peut déjà dire adieu à nos belles mailles cristallines. Mais là, on n'avait que les atomes du cristal d'origine. Sauf que parfois, voire tout le temps, on a des atomes étrangers qui s'invitent sans qu'on leur demande les impuretés. Et des fois, on les ajoute volontairement. Quoi qu'il en soit, ces atomes étrangers vont devoir se trouver une place dans le réseau. S'ils sont suffisamment petits par rapport aux atomes du réseau, ils vont pouvoir s'immiscer dans les interstices et deviendront alors des atomes hétéro-interstitiels. Mais s'ils sont trop gros, la seule place qu'ils pourront occuper sera celle des atomes du réseau de base. On aura alors des atomes en substitution. Dans tous les cas, dès qu'on a des atomes étrangers dans le cristal et qu'ils occupent une de ces deux places, on parlera de solution solide, car l'élément étranger est dissous dans la phase solide du cristal, comme le sel dans l'eau qui donne une solution aqueuse. On peut aussi avoir dans les alliages ordonnés des défauts d'antiphase, où un atome 2 occupe une place normalement réservée à un atome 1. La différence avec les défauts de substitution, c'est que l'élément 2 n'est pas une impureté, mais fait partie intégrante du réseau de base. Alors voilà pour les défauts ponctuels, maintenant voyons les défauts linéaires de dimension 1. Ces défauts sont appelés dislocations. Alors je m'excuse si ce terme vous fait penser à une articulation qui se déboîte, mais je ne choisis pas la terminologie. Il en existe 3 types. Les dislocations coins, qui résultent de la présence d'un demi-plan atomique en trop dans le réseau, qu'on représente avec ce petit t renversé. Les dislocations vis, qui résultent d'un décalage partiel entre deux plans du réseau, et les dislocations mixtes, qui sont simplement une combinaison des deux. Si dans le cas des matériaux ioniques et covalents, ces dislocations ne présentent pas d'intérêt particulier, la chose est tout autre pour les métaux. Sans entrer dans les détails pour le moment, étant donné la capacité des liaisons métalliques à se défaire et à se reformer sans provoquer une rupture, ces dislocations sont nécessaires à une bonne ductilité. Mais on verra ça dans un futur épisode. Passons plutôt aux défauts planaires en 2 dimensions. Le premier de ces défauts planaires est la faute d'empilement. C'est une erreur dans la séquence d'empilement de certains plans atomiques. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, les mailles cristallines dont on a déjà parlé résultent simplement de l'empilement de plans atomiques. Par exemple, la maille cubique face centrée est construite par l'empilement de 3 plans atomiques compacts, où les atomes sont en quinconce.
On note généralement ces plans A, B et C. Mais il arrive par endroits que cet empilement de plans A, B, C ne soit pas respecté. C'est la faute d'empilement. On a ensuite les parois d'antiphase, qu'on retrouve dans les alliages ordonnés. C'est un petit peu la version 2D du défaut d'antiphase. Il manque une alternance entre deux plans atomiques. Si on s'élève un peu pour sortir des grains de notre polycristal, on va retrouver les joints de grains, qui sont simplement l'interface entre deux grains. Forcément, comme chaque grain a son orientation cristalline, ce sont des zones plutôt perturbées où on va souvent retrouver les impuretés rejetées par le cristal. Si on a deux grains de nature différente, comme dans certains alliages, on parlera plutôt de joints de phase. Mais c'est pas grave, si vous dites joint de grains, on vous comprendra. Toujours à l'échelle des grains, on trouve aussi les joints de Macle. Il s'agit d'un défaut particulier d'empilement d'atomes qui conduit à l'apparition d'un plan de symétrie entre ce que l'on nomme le cristal mère et le cristal maclé. Surtout observés dans les structures CFC ou hexagonales compactes, ils sont reconnaissables à leur tracé rectiligne et offrent quelques objets plutôt originaux. Comme on dit, jamais 203. Voyons les défauts volumiques en 3 dimensions. Si l'eau et l'huile ne se mélangent pas, il arrive aussi dans les solides que des atomes ou des composés ne se mélangent pas avec d'autres selon leur concentration et la température. Si ces composés qui ne s'intègrent pas au réseau se regroupent en une multitude de particules de petite taille à l'intérieur des cristaux, on parlera de précipités, qui sont des sortes de mini-cristaux dans le cristal. Les caractéristiques des deux cristaux jouent sur les joints de phase qui permettent de classer les précipités. On a les précipités cohérents, à la structure similaire à celle du cristal, les semi-cohérents qui font apparaître des dislocations à l'interface, et les incohérents dont la structure est très différente de celle du cristal. Ils auront bien entendu des impacts très différents sur les propriétés du matériau, tout comme leur forme et leur taille. Les précipités, surtout les cohérents, sont très recherchés dans les alliages métalliques. Et oui, pour faire un bon alliage, on cherche les défauts, on en veut, mais de façon contrôlée. Si on ne contrôle pas certains défauts, par exemple en mettant trop d'éléments étrangers ou en faisant un peu n'importe quoi durant la fabrication, on ne va pas former de jolis précipités nanoscopiques, mais plutôt de bons gros amas microscopiques. Ces trucs, ce sont des inclusions. Et soyons clairs, un alliage métallique avec des inclusions, c'est poubelle directe. Le 19 juillet 1989, le vol 232 de United Airlines s'est écrasé à l'aéroport de Sioux City, tuant 112 des 296 personnes à bord. La soufflante en titane du moteur 2 a éclaté en plein vol, coupant les circuits hydrauliques, ce qui rend l'avion un peu difficile à manier. Quel est le rapport, me direz-vous? Eh bien, c'est une inclusion, un truc plus fin encore qu'un cheveu, qui est responsable de la destruction en plein vol de cette pièce de 170 kg d'alliage de titane et qui a donc fait s'écraser un appareil de plus de 100 tonnes, tuant au passage une centaine de personnes. Donc on ne plaisante pas avec les inclusions. Dans les faits, il est difficile de ne pas avoir d'inclusion, et on ne peut pas sonder chaque millimètre cube de chaque pièce fabriquée pour s'assurer qu'il n'y en ait pas. Du coup, on se contente de surveiller la progression des fissures que les inclusions provoquent. Mais lorsqu'on a l'occasion d'étudier un morceau du matériau, le nombre et la taille des inclusions sont des indicateurs directs de sa qualité. On a là un autre défaut volumique qui apparaît, les fissures internes, dont le nom est assez explicite. Il s'agit de cavités dont une des dimensions est négligeable devant les deux autres. Tout à l'heure, en parlant des dislocations, on a évoqué les métaux, pour lesquels elles ont un rôle important. Les fissures internes, même si elles sont néfastes pour tous les matériaux, on en parlera surtout pour les matériaux fragiles, notamment les verres et les céramiques. Mais encore une fois, on verra ça plus tard. Les défauts suivants qu'on peut retrouver à toutes les échelles, ce sont les pores. Un pore, c'est une cavité dans le matériau qui, à la différence des fissures, a des dimensions similaires dans les trois directions de l'espace. On peut aussi bien les retrouver dans les grains qu'en dehors. Ils peuvent provenir du procédé de fabrication, comme c'est le cas avec les céramiques, ou résulter de l'accumulation de lacunes dans des conditions d'irradiation sévères, comme dans les réacteurs nucléaires, où on constatera un gonflement du matériau et l'accumulation de gaz due aux réactions. Selon l'Union internationale de chimie pure et appliquée, il existe 3 catégories de porosité classées selon leur taille. Les microporosités, d'un diamètre inférieur à 2 nanomètres,
les mésoporosités d'un diamètre compris entre 2 et 50 nanomètres et les macroporosités d'un diamètre supérieur à 50 nanomètres. On peut ajouter à cela les notions de porosité ouverte et fermée. Les premières permettent un échange de liquide ou de gaz avec l'extérieur, contrairement aux secondes. En parlant d'extérieur, on a là un autre défaut, la surface du matériau. Et oui, en soi, la surface est un défaut planaire, puisqu'au-delà il n'y a plus de maille cristalline. Mais c'est pas ça qui nous intéresse ici. Ce qui importe surtout, c'est qu'une surface, comme le reste, n'est pas parfaite. On va y retrouver plein de défauts qui sont tous similaires, mais qu'on nomme différemment selon leur dimension. On a les entailles, les rayures et la rugosité, qui sont des aspérités plus ou moins importantes. Comme les fissures internes, ces défauts de surface, ainsi que les pores, vont avoir un impact sur les matériaux fragiles. Mais les alliages aussi peuvent être sensibles à ces défauts de surface, notamment lorsqu'on les utilise de façon alternée un très grand nombre de fois. Voici un récapitulatif qui regroupe tous les défauts vus dans cette vidéo qui, il est vrai, n'explique pas en quoi chaque défaut affecte concrètement les matériaux, mais ça ferait beaucoup à dire. L'intérêt, c'est qu'à l'avenir, il ne sera pas nécessaire d'expliquer à nouveau à quoi correspond tel ou tel défaut. C'est donc tout pour cette fois. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous invite à retenir dès maintenant cette leçon qu'on verra avec les matériaux. Les défauts, c'est pas forcément mal ni bien, c'est ce qu'on en fait qui importe. Sur ce, je vous dis à la prochaine.